Bon, écoutez, on a deux panels formidables. Le troisième panel, qui est tout aussi exceptionnel. Ça, c'est des choses très nouvelles aussi à dire qu'on explore. Et je m'empresse de passer le mic à Karine, parce que moi, je n'aime pas trop parler. Je suis un garçon un peu timide, quoi. Pardon, j'étais pas prête. Troisième table ronde, effectivement, je vous invite à nous rejoindre parce que quand même, on va vous proposer un tour du monde. Un tour du monde assez incroyable grâce à des insiders, on peut les appeler comme ça. On va partir en Chine, aux États-Unis, au Japon, en Afrique aussi avec un Italien. Donc on est vraiment sur le multiculturel aujourd'hui pour cette table ronde. Vous allez voir une table ronde un petit peu différente des autres, mais au moins aussi riche et inspirante, comme on dit. Je commence par la Chine. Pardon pour ma prononciation. Mao Shihong est avec nous aujourd'hui. Bonjour. 谢谢啊，这个非常高兴，那个20年重新回到这个耶尔时装节。 Ça fait 20 ans il a gagné le festival du hier et il est ravi de retourner ici après le Covid. Eh oui, parce que c'était la première marque indépendante chinoise. Je ne sais pas s'il y en a eu beaucoup d'autres depuis qui est venue à hier, du coup, il y a très longtemps. En tout cas, vous êtes toujours créateur indépendant en Chine depuis 1996, si je ne m'abuse. On peut parler de votre marque Exception de Mix Mind et on parlera aussi de vos librairies puisqu'on parle d'industrie culturelle et créative qui s'inscrivent effectivement dans votre vision de la créativité chinoise. On y reviendra dans un instant. On va passer par les États-Unis avec Carole Sabas. Bonjour, si vous voulez bien prendre le micro juste ici. Merci. Depuis 17 ans, entre New York et Los Angeles, désormais, journaliste dans la mode et désormais plutôt consultante tendance et notamment dans la techno, parce que c'est l'évolution aussi là-bas, outre-Atlantique. C'est hyper important. Caroline Fabre nous parlera du Japon. Bonjour Caroline. Bonjour. Le Japon que vous connaissez très bien parce que vous y avez vécu. J'y vais depuis longtemps. Vous y avez vécu longtemps. Ouais. Vous travaillez pour Yori Yamamoto. Vous avez travaillé pour lui. Vous êtes passé par Asdin Alaya et vous êtes revenu depuis 2022. À la maison. Oui. Et du coup, c'est quoi? C'est 2 à 3 semaines J'y passe à peu près un tiers de mon temps, oui, parce que c'est vrai que Yoji veut que je l'accompagne sur plein de choses. Donc j'ai un rôle assez large, assez transversal, parce que c'est à la fois une grande maison, parce que au Japon c'est plus de 700 personnes, et une petite maison en termes de fonctionnement. On fait tout ensemble, et c'est aussi, on parlait du couteau suisse, mais voilà, on est couteau suisse, mais c'est... On en parlera après, mais c'est vrai que c'est un moment très important, et pour le Japon, je trouve, actuellement, et pour la maison Yoji Yamamoto. Donc, c'est une jolie expérience qui est en train de se passer. Et on parlera d'Afrique aussi avec 2 citoyens du monde. Je me permets d'utiliser le terme que tu m'as partagé, Jenke, aussi pour Simone Cipriani. Bonjour. Officier des Nations Unies, fondateur de l'Ethical Fashion Initiative du Centre du Commerce International, président du comité directeur de l'Alliance des Nations Unies pour la mode durable. Qu'est-ce que j'oublie aussi comme titre? C'est un pauvre homme. Et vous êtes basé entre Nairobi et Genève? Entre Nairobi et Genève à partir de l'année prochaine, à Paris aussi. À Paris aussi, avec un bel accent italien. Merci Simone. Et puis Jenke Ahmed Tayi, donc Global Citizen, styliste et directeur artistique ivoiro-sénégalais. Tu as travaillé avec Beyoncé notamment, et dans les dernières actualités, directeur artistique du défilé pour le sommet de la francophonie, par exemple, de Tranoï aussi. On te voit sur pas mal de choses aujourd'hui. Très ravi d'être là. Merci beaucoup. Alors, ce petit tour du monde, tiens, on va commencer peut-être par les États-Unis. Je vais faire un petit tour de table, si vous le voulez bien, pour savoir un petit peu, vous, de votre point de vue, ce qui se passe là-bas,
sur le plan créatif. Mais de votre point de vue, tout est subjectif. Bien sûr, on ne vous demande pas de faire une analyse de marché. Des gens qui font ça très bien. Mais de votre point de vue d'insider, vous qui vivez, vous qui travaillez, vous qui suivez ce qui s'y passe, au global, sur la création, si je demande comme ça en quelques mots, en quelques phrases, Carole, comment ça va la créativité aux États-Unis? La créativité, elle explose, Bien mais près de sur la les bouche. plateformes surtout. Bien près de la bouche, non, au contraire. Ok. Voilà. Elle explose surtout sur les plateformes. Ça veut dire qu'il y a un problème de monétarisation de cette créativité qui va probablement se régler avec les crypto-monnaies, les blockchains, dès que les mondes virtuels seront en place et que chaque participation posée sur une plateforme pourra être rémunérée en temps réel avec des micro-paiements. Peut-être ça permettra à cette créativité d'exploser, mais pour l'instant, elle est là. Tout le monde la voit sur Instagram, sur TikTok, sur toutes ces plateformes. OnlyFans est devenu énorme aux États-Unis. Donc ça part un peu dans tous les sens. Il y a encore les anciens réseaux de prestige de l'art contemporain, mais il y a cette nouvelle génération, les Gen Z, qui sont extraordinaires, qui sont vraiment, qui passent tout en 3D, qui maîtrisent les softwares de 3D, qui sont vraiment prêts à construire ces mondes virtuels, mais qui ne sont pas forcément rémunérés comme ils le devraient. Il y a un ralentissement sur la culture woke qui avait fait beaucoup progresser des communautés en demande de représentation, même si la campagne présidentielle va décider de beaucoup de choses, mais on est en une période d'attente. Il y a vraiment une espèce de sentiment que le streetwear est plus aussi vivace qu'il était il y a encore 2-3 ans, et qu'il n'y a pas vraiment de relais. C'est une culture des marques, c'est une culture du Barbie. C'est le carton Barbie. Il y a vraiment ce clivage entre la culture mainstream et les niches, tout ce qui est data-driven. Très digital. Donc, et on se dit, on est 4 ans après, pourquoi on en parlerait encore? Mais n'empêche que pour beaucoup de ces grandes régions que vous représentez aujourd'hui, le Covid, on en a encore en fait. Oui, on est encore beaucoup en période post-Covid de repli chez soi. Les gens sont beaucoup... Bon, le cannabis a été légalisé dans beaucoup d'États et mine de rien, ça change la culture. Les gens sont plus solitaires. Il y a cette épidémie de crise wellness qui est beaucoup discutée. Il y a des médicaments psychédéliques qui vont être approuvés d'ici 2 ou 3 ans. Donc il y a vraiment une espèce de changement entre et après il y a ces grands rassemblements, Coachella, où tout le monde se retrouve. Mais au quotidien, je trouve que les gens ont arrêté de se croiser dans la vie réelle. Il y a vraiment un repli sur les groupes chats, et puis évidemment l'intelligence artificielle générative, qui va être un énorme enjeu. Il va falloir savoir comment se placer avec ça. ChatGPT va Midjourney, tous ces Facebook et Snapchat ont annoncé, je crois ce matin, qu'on pouvait transformer les selfies immédiatement en avatar 3D. Donc voilà, il va falloir régler ça, et je trouve que c'est important. Ce serait important que la mode ne laisse pas aux gamers et aux développeurs prennent sa place, réclament sa place, puisqu'on sait qu'est-ce que c'est un beau look, on sait qu'est-ce que c'est l'élégance. Ça va être une question d'identité, comment on va présenter les avatars, et je trouve que ce serait assez important que la mode s'en occupe. Jenki, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Je crois que il n'y a pas longtemps encore, tu vivais aux États-Unis. Ah, tu as un micro? Bon, bah super. Tu vivais aux États-Unis, tu y as vécu pas mal de temps, tu y retournes pas mal de fois. Est-ce que ça te parle, ce que dit Carole, qui est plutôt à Los Angeles maintenant? Est-ce que tu as un autre point de vue sur l'impulsion créative aux États-Unis? Absolument. Avec l'histoire des États-Unis, je trouve que les Américains ont toujours un impact global. Ils ont une force commerciale et surtout, ils ont cette façon magique de pouvoir exporter leur culture à travers le cinéma, à travers plein de points de la pop culture, et c'est un peuple qui sait toujours se renouveler, toujours se remettre en question. C'est vrai que le climat politique a beaucoup d'influence sur la conjoncture en général, mais voilà, c'est un pays important
qui inspire un peu les tendances globales, tant commercialement que créativement aussi. Et tu serais peut-être un petit peu moins dur que Carole. Tu trouves qu'il y a toujours cette impulsion et ce creuset créatif quand même Absolument. Ouais. Moi qui ai fait mes études universitaires là-bas, ce que j'apprécie beaucoup dans ce pays, c'est cette capacité de pouvoir se renouveler, d'aimer leur pays profondément et puis ils pensent que ils disent toujours, même quand on le voit avec Kamala Harris, et qui disent we are the best country of the world, et voilà. Et c'est cet optimisme, je pense qui est très inspirant. Cette fierté. Exactement. Que parfois il nous manque un peu en France peut-être. On est bien d'accord. Si on passe du côté de la Chine, alors on prend le temps, hein, vous avez vu, parce que M. Mao ne parle que chinois, donc on prend le temps de la traduction, mais tout va bien, on a le temps. Aujourd'hui, votre vision globale, avant de rentrer dans ce que vous faites, vous, de la créativité en Chine, post-Covid, parce que là aussi, gros traumatisme en Chine. Dans 疫情之后，其实整个中国的整体的在设计跟技术上面，其实有了一个很大的一个重新的就是重新的组合。其实我们在疫情之前，可能大家了解的中国本身是对于这个时尚行业是不一样的。那其实在这个前面来讲的话呢，我们可能会大家了解的中国可能会有很大的不一样，就是在时尚行业里面，我们分成了大概有4种左右的这个。En fait, avant Covid et après Covid, il y a en Chine vraiment un nouveau chapitre par rapport au changement, évolution de la technologie, mais aussi d'assembler des éléments dans l'industrie de la mode. Donc, il va vous expliquer la complicité et le changement après Covid. 大概我们有从最基础的生产制造跟这个加工的这个企业，然后还有就是像现在科技型的零售的行业，然后还有更多的是由互联网来组成的一种快速反应的一种新的潮流的这个品牌，然后再加上就是像我们这样的设计跟文化为核心的这个品牌。Avant Covid, peut-être beaucoup du monde qui connaît la Chine made in China. Donc il y a des marques qui vraiment focalisées sur la fabrication, la production. Mais eux-mêmes, ils procèdent aussi une marque. Et deuxièmement, maintenant, après Covid, avec la technologie qui a poussé pas seulement la créativité, mais aussi sur l'Internet qui vend énormément. Donc il y a des sociétés, on s'appelle, c'est la société de la mode, mais pour lui, en fait, c'est les sociétés de la technologie. Ils ont vraiment basé sur le big data driven. Et après, il y a des sociétés, on parlait, c'est des pink fans. C'est-à-dire, la société crée une marque qui arrive à créer une narration tellement jolie. Et c'est cette narration a été en fait utilisée et puis aussi traverser les réseaux sociaux. Donc du coup, tu as capturé la jeunesse. Tu es arrivé à produire des choses, mais c'est la base de la jeune génération sur Internet. Tu as capturé leur intérêt. Et finalement, il y a des sociétés comme lui depuis 35 ans qui a encore travaillé sur un système écologique basé sur c'est de valeurs du design, la valeur de la mode, et puis aussi élargi dans le champ culturel artistique, c'est-à-dire fidèle pour sa propre marque.
因为整个中国的这个零售，就是现在在服装的零售业上面来讲的话，从2023年开有11%的增长，但是它整体的这个量相当于是有2万亿人民币的市场。Depuis 2023, l'industrie de la mode en Chine qui a eu 11% d'augmentation par rapport à la consommation. Et puis, si on parle chiffre d'affaires, c'est seulement chiffre d'affaires. Maintenant, par an en Chine, l'industrie qui a à peu près 2700 millions d'euros. Très bien. 200 milliards, c'est ça, hein, je me disais. Ok, milliards. Hein. Ok. Euros. 因为这个复杂性就会比我们任何一个市场，不管是美国市场还是欧洲市场，其实可能都会有不同的复杂性，因为它的层面飞得非常非常的复杂。Et donc la complicité qui vient aussi, comme tu as des chiffres d'affaires assez importantes, et les layers, en fait, des consommateurs qui se diffèrent, en fait, vraiment avec différentes tranches, très compliqué. Effectivement, il y avait différentes strates de consommateurs avec différentes envies, différents besoins qu'il faut adresser. On viendra dans un instant, effectivement, Mao nous expliquer qu'il faisait lui les choses différemment. Et on expliquera ça dans un instant. Caroline, on passe au Japon. De ton point de vue, donc toi qui bouges beaucoup. C'est très compliqué et ambitieux de vouloir résumer la situation du Japon, parce que c'est un pays qui est, comme vous le savez, extrêmement complexe et qui est tout en surface. Enfin, la première apparition, la première impression, c'est la surface. Et la surface ne change pas ou donne l'impression de ne pas changer. C'est vrai qu'avant le Covid, après le Covid, j'étais allée juste avant le Covid et j'y suis revenue la première semaine où le pays ouvrait. J'ai pas vu comme ça en surface de changement. C'est-à-dire, je me suis dit, oui, tout est à peu près pareil, les boutiques sont les mêmes. Il y a une certaine immobilité, enfin, de surface. Et puis après, quand on creuse, quand on parle avec, on s'aperçoit que le pays et c'est pas juste avant ou après le Covid, c'est depuis assez longtemps le pays traverse une crise économique. Le pays a connu des moments fantastiques. Il y a eu la bulle, il y a eu etc. où le pays se suffisait à lui-même et était Nihon Ichiban, le Japon. D'abord, et le premier, il y a cet orgueil du Japon et là, il y a une crise économique. Le yen est très bas, donc ils se retrouvent dans une position qui est complètement différente. Et je pense qu'ils ont eu du mal à se rendre compte de cette difficulté. Ils ont peut-être du mal à voir la réalité. Et dans la création, ça m'a donné l'impression d'un certain immobilisme. Et là, une fois de plus, c'est en surface. Après, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de jeunes marques qui essayent de prendre la suite je dis pas des dinosaures, mais des grandes maisons que tout le monde connaît. Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a eu aussi une crise de sorte de spiritualité, parce que c'est vrai qu'il y a une crise de valeurs. Le Japon est un pays où, avant et après la bulle, il y avait quand même essentiellement des valeurs matérialistes. On parle beaucoup avec Yoji en ce moment de la religion, et de la religion pas au sens, mais plutôt du bouddhisme ou des valeurs spirituelles qui manquaient, parce qu'il y avait vraiment quasiment uniquement des valeurs matérielles. Donc c'est un pays, je pense, qui est en remise en cause, remise en question. Et c'est passionnant justement de voir ça, parce qu'on voit ça au quotidien. Une fois de plus, dans la surface, rien ne bouge. Et puis après, dès qu'on va un petit peu parler, on s'aperçoit qu'ils se posent des questions sur le genderless. Ils sont très influencés par la Corée, très influencés par la Chine, qui économiquement est quand même pour eux très, très importante. Beaucoup de choses se passent en Corée et ils ont du mal à suivre. Ils étaient un pays qui était novateur, Et là, ils ne sont plus du tout dans cette position-là. Pour les jeunes générations, il y a une sorte de dépression. C'est vrai on le dit, on le répète, mais c'est vrai. C'est très, très compliqué en ce moment ce qui se passe. Et c'est très intéressant aussi de voir
quels sont les moyens avec lesquels chacun essaye de sortir de ça. C'est un pays qui était aussi très fermé. Dans l'histoire, bon, on ne va pas résumer en 3 minutes l'histoire du Japon, mais jusqu'au 19e siècle, qui était historiquement fermé, avec des frontières fermées, qui s'est suffi à lui-même et pendant longtemps, et même au niveau économique, qui ne voyait pas pour les maisons de mode, en tout cas, et de nécessité d'aller vers l'étranger parce que le marché intérieur était suffisamment fort et suffisamment puissant. Et là, c'est vrai que c'est une période d'incertitude et de transition. Et moi, je suis assez optimiste dans la vie en général, mais vraiment avec eux aussi, parce qu'ils ont une détermination, une volonté qui, à mon sens, va faire sortir des choses. Mais une fois de plus, au niveau créatif, pour l'instant, on ne peut pas dire que ce soit le boom. C'est quand même une période assez calme. Et l'idée, c'est qu'il va falloir un petit peu plus s'ouvrir et on va voir c'est ça. comment c'est traité chez Yori Yamamoto. Yamamoto. On verra après comment, effectivement. L'Afrique, alors c'est difficile de parler de l'Afrique, hein. Évidemment, on est bien d'accord, hein. Mais peut-être Jenke, si tu veux commencer, aujourd'hui ton point de vue, est-ce que je ne sais pas si tu veux te focaliser sur l'Afrique subsaharienne, l'Afrique, enfin comme tu veux, tu nous dis, mais quel est ton point de vue justement sur si on fait là une photographie à l'instant T de la créativité là-bas? Ben écoutez, vous savez, on est 1,7 milliard, 54 pays, avec 70% de la population qui a moins de 20 ans et 50% qui en a moins de 30. Et vu notre histoire un peu douloureuse, mais aussi riche, 350 ans d'esclavage, plus d'une dizaine d'années de colonisation, on est un peu résilient, et, mais voilà, une richesse inouïe, 54 pays, chaque pays avec à peu près plus de 100 groupes ethniques qui parlent une langue différente, etc. Et, mais malgré tout, un dénominateur commun qui nous unit par rapport à notre histoire, etc. Et pour moi, c'est vraiment le berceau de l'humanité. Comme disait Cheikh Anta Diop, voilà, c'est le commencement de l'humanité. Et du coup, tout a commencé là. Et pour moi, c'est vraiment une grande source d'inspiration. Et il se passe tellement de choses sur le continent. Et ce que tu me partageais hier soir, c'est que finalement, tu as l'impression qu'aujourd'hui, vous êtes fiers de cette africanité, ce qui n'a pas toujours été le cas. Exactement. Moi, je vous partageais ça, que quand j'étais étudiant à New York, fin des années 90, mes compatriotes africains n'étaient pas aussi fiers de proclamer leur africanité et tout ça. Et moi j'ai, voilà, ma famille m'a toujours inculqué d'être fier de mes racines. Et voilà, j'ai toujours grandi avec ça. Et du coup, mon africanité était tellement assumée. Et aujourd'hui, ça me fait plaisir de voir que le premier genre de musique, c'est Afrobeats. D'être aux États-Unis et puis d'entendre la musique africaine qui joue dans un supermarché, c'est fou, c'est divin. Et voilà, c'est un long chemin. Et aujourd'hui, je crois que les Africains sont vraiment conscients de leur importance dans cette danse globale. Et finalement, on rentre dans cette mondialisation en comprenant les règles du jeu, en les définissant nous-mêmes par rapport à notre identité, par rapport à ce qu'on est. Et je trouve que c'est un moment important pour l'Afrique. Et vous vous dites, on a peut-être une place à prendre là. Absolument. Simonet, de votre point de vue, d'où vous êtes, est-ce que vous confirmez ce que dit Jenke et comment vous voyez les choses sur cette créativité? Totalement. Je comprends totalement ce que mon frère ici dit. On est réellement alignés sur ça, et avec sa veste aussi qui est très belle. C'est du Maroc. Nous, on travaille seulement dans 11 pays africains, donc un continent. Et dans ces pays, on gère une chaîne d'approvisionnement pour beaucoup de maisons de mode, aussi au Japon. Et un directeur créatif japonais nous a aidés il y a 20 ans à créer ce programme en Afrique, un homme génial, Hirofumi Kurino. On travaille avec beaucoup de maisons de mode françaises et beaucoup de maisons de mode italiennes, bien sûr.
On fait beaucoup de petites choses. On fait des tissus avec le coton pluval bio, les teintures naturelles. On fait du tressage des fibres naturelles, la raffia, palme, banane, toutes ces choses-là. Vous savez que presque la totalité de ce qu'on appelle raffia aujourd'hui dans la mode est synthétique. Et synthétique, ce n'est pas de la raffia. Nous, on fait la raffia. Et on fait des sacs à main, on fait des bijouteries, on fait du recyclage. Recyclage d'habillement, car dans les continents, on reçoit une chose énorme des vêtements de second-hand garments. On les reçoit partout. En Afrique orientale, où on a notre centre principal, on est submergé par beaucoup de ces choses-là. Et on fait du recyclage, mais ce n'est pas facile de faire le recyclage. Ce n'est pas facile du tout, car on a le polyester dans les tissus, on a les mix, on a beaucoup de choses, il faut séparer, c'est très très difficile. On fait des recyclages pour beaucoup de maisons de mode et chaque fois on a des problèmes sur la durabilité, car ici on a, mais si on recycle, qu'est-ce que je fais? On recycle les métaux, on recycle beaucoup de choses. Mais la chose qu'on voit là, principalement, ce sont des facteurs. Un facteur de créativité énorme, l'art contemporain, la musique, le cinéma. Le cinéma, on a une scène cinématographique africaine partout incroyable. Et incroyable, réellement. Moi, je suis fan de beaucoup, je connais beaucoup d'acteurs et de beaucoup d'actrices, ils sont exceptionnels. Et des réalisateurs aussi. Mais on a aussi une capacité de maîtriser les technologies les plus complexes. Nairobi, on l'appelle la Savannah Valley. On l'appelle comme ça. Vous savez que les paiements électroniques avec les téléphones, aujourd'hui, nous sommes très fiers de ça, mais nous, on utilisait ça au Kenya il y a presque 20 ans avec M-Pesa, a word in Swahili which means money, M-Pesa. On a des défis systémiques. On a un problème bancaire. Le crédit est trop cher, point. 20% sur base annuelle. On ne peut pas financer les investissements avec ça. Et aussi le capital de travail et le working capital, il est impossible. Nous, il faut demander aux clients d'anticiper de l'argent pour financer les ordres, les commandes. Donc c'est incroyable. Deuxièmement, les transports et les douanes. Nous, on produit des tissus très beaux, par exemple, pour vous qui travaillez dans les maisons de mode, des tissus très beaux au Burkina Faso. Si je dois transformer ces tissus au Kenya dans sac à main, quelquefois j'envoyais les tissus à Paris et de Paris au Kenya. C'était plus facile que la spédition directe. Et les douanes aussi. Et on a un problème des ressources humaines dans l'ordre des structures de formation sur les ressources humaines. Et on a un autre problème aussi. Vous savez, la mode, c'est une chaîne de la valeur. Et la mode, on peut faire la production, moi je suis italien, donc nous on fait la production de la mode, mais on peut faire la production quand on a tous les maillots de la chaîne de la valeur. Et on a la manque de quelques maillots. Et alors là, c'est les districts, non? C'est le problème districtuel. Et là, ça c'est un problème. On voit de toute façon des maps, de mon point de vue, et qui est le point de vue aussi du président de la United Nations Alliance for Sustainable Fashion, où nous avons toutes les agences des Nations Unies qui s'occupent d'une façon ou de l'autre de la durabilité dans la mode. On voit en Afrique les trois grandes choses qui sont partout dans la mode. Climate, emission, les émissions. Il faut réduire les émissions. Il faut réduire les émissions, point. Et alors là, c'est un défi qui est partout. On le voit très bien chez nous aussi, mais il est partout. Overproduction, la surproduction. Rémi, là, avait mentionné ça dans les questions, les demandes avant. We have to find a new business model to decouple financial growth from output growth. Ce ne sont pas mes mots, c'est François-Henri Pinault, un homme qui pense beaucoup sur la mode. Un problème de business model. Et troisièmement, les droits humains. Les respect toujours des droits humains, car ça, c'est la chose fondamentale. Et alors, ça, on le voit chez nous, mais on le voit partout dans la mode. Par contre, chez nous, on voit aussi la créativité. Moi, je crois dans... je ne peux pas dire de croire dans l'Afrique, 54 pays, mais je crois dans les pays où je travaille. Je croyais aussi dans l'Afghanistan, mais les talibans nous ont chassés. Mais je crois dans les femmes de l'Afghanistan. Si vous allez voir un changement dans le monde aujourd'hui au niveau social, vous allez le voir des femmes de l'Afghanistan et des femmes iraniennes. Merci. Wow. Merci pour nous. Pour elle.
Jenke, tu voulais rajouter quelque chose sur, je te voyais opiner du chef sur la création en Afrique? Oui, je suis très heureux que vous dites que vous parlez des femmes d'Afghanistan. Et je sais que vous avez fait un bouquin sur toute la culture des métiers d'art en Afrique pour l'UNESCO. Et effectivement, dans ces communautés, on trouve des talents extraordinaires qui font des choses mais merveilleuses, dont d'autres Master Civilization dans les pays développés s'inspirent. Et je trouve que l'avenir est justement tourné vers ces communautés qui font des choses exceptionnelles, qui inspirent le monde entier. Et ces artisans, on reviendra effectivement Absolument. sur ces artisans qui ont... Les femmes artisans de l'Afrique, exceptionnels. On en reparle dans Absolument. 2 minutes. Et vous parliez du Burkina Faso, mais le Burkina Faso, moi j'avais fait une collaboration avec une boîte qui s'appelle Pangaya, qui utilisait les nouvelles technologies pour le sustainability. Et il y avait un technocrate de MIT qui avait trouvé une nouvelle formule de teinture qui utilisait des teintures biologiques et tout. Mais au Burkina Faso, ils utilisaient en fait de l'encre qui était 100% sustainable et qui permettait de faire des teintures complètement Responsable. Voilà. Lingalama et voilà. Et le tchoup. Merci beaucoup. Allez, on repart pour notre petit tour. On repart aux États-Unis. Carole, par rapport à ce que vous nous avez partagé tout à l'heure, quand on a cette vision mode et désormais la vision aussi techno, comment on fait pour avancer dans cette digitalisation à tout crin de la créativité ? Pour l'instant, on observe et on attend qu'est-ce qui va se décider. Je pense que le timing d'adoption des prochaines technologies, ça va vraiment dépendre des élections. Ça peut se passer. Oui. C'est ça dont on n'a pas conscience en France. En fait, je ne sais pas si ça va vraiment décider. Un des personnages clés, c'est J.D. Vance, qui représente vraiment la Silicon Valley et qui va permettre ou pas. En tout cas, ce que je voulais dire, j'espère que j'ai pas été dure sur la créativité en Amérique. C'était pas le but, parce qu'elle explose. Elle est vraiment le problème, je trouve, c'est pourquoi ces gens sont obligés ces jeunes gens qui sont si créatifs, qui maîtrisent tout, du dessin au beat, ils peuvent absolument tout faire, sont obligés de conduire des voitures Uber ou Lyft pour faire tourner leur vie, alors qu'en fait, ils devraient être rémunérés pour leur créativité. Mais la créativité est énorme en Amérique, c'est des gens qui rebondissent tout le temps, c'est ce qui fait le pays change d'une minute à l'autre, on passe de la slapstick comédie au film d'horreur en 15 minutes. Et on l'avait vu aux premières campagnes présidentielles de Trump. Ce qu'on voit plus cette fois-ci, c'est ça que je voudrais dire, c'est qu'il y a une espèce d'invisibilité, c'est comme si les enjeux s'étaient déplacés. L'Obamacare aussi a changé beaucoup l'Amérique. Il y a quand même eu une sorte de... Ça s'est relaxé. Il n'y a plus autant de pression qu'il y avait avant. Et les gens, avec les plateformes, font quand même beaucoup de revenus en ligne, avec Shopify ou avec... Donc tout le monde, plus ou moins, mène sa barque d'une manière plus, je ne veux pas dire tranquille, parce qu'il faut travailler quand même 12-14 heures par jour pour s'en sortir, mais c'est possible d'avoir un niveau de vie qui peut-être n'était pas aussi évident il y a 17 ans. Le salaire minimum aussi a été augmenté. Du coup, je trouve qu'en général, ça va mieux. Maintenant, il y a cette montée en puissance de la Silicon Valley, des algorithmes, de l'intelligence artificielle. Il y a eu ces grandes grèves à Hollywood qui est en contraction. Il n'y a plus qu'à la moitié des productions qu'il y avait il y a encore un an. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Donc tout le monde est en attente de Microsoft, Apple. Il y a l'Omniverse d'NVIDIA qui va être un gros challenge. Voilà.
Et alors justement, cet univers de big data dont nous parlait Mao en Chine, vous, votre sujet, c'est comment finalement maintenir la créativité humaine et la personnalisation artistique dans cette tendance du big data, et c'est ce à quoi vous employez avec votre marque de mode, vos marques de mode, mais aussi avec un réseau de librairies absolument incroyable, ou en tout cas qui est très innovant dans le paysage culturel chinois.其实我们在因为做时装已经30多年时间，其实一直希望能通过就是一些基本要素去解决问题。我觉得其实对于时装来讲的话，它主要还是这个产业里边主要有4个要素，一个是时间，第2个就是身体，第3个是它的器物跟就是艺术品的关系，然后第4个是技术，技术就是我们的方法论跟这个之间的这个关系。其实我们一直都在解决很多关于时装的社会性的问题，跟时装的道德性的问题，等等这方面的工作，其实一直都是贯穿在整个的这个我们这个30多年的时间里边。当然，其实作为数字化这个成分来讲的话，其实在中国是一个非常在应用上面是非常非常的透彻的。其实我们基本上现在都不需要带钱包出门，然后我们只需要带一个手机，所有的事情全部可以解决，连卖小菜的，就是卖菜都可以用手机支付。然后呢，你打车干嘛？其实所有的东西都可以用数字化。然后呢，其实中国在这个数字化的这个成分上面，其实它的普遍性是非常非常强的。Il y a un point, vous savez très bien, parce que la digitalisation profondément changé la société chinoise. Une chose en Chine, depuis presque 7 ans, 8 ans, on n'a utilisé plus des credit cards. C'est que des mobiles. Et aussi, même pour des petites marchandises dans la rue, ils vendaient des choses en traversant le système digital. Et donc ça a poussé aussi l'industrie. Par l'industrie et les designers, aussi repenser leurs valeurs. Big data driven, oui, ça crée la société, comme on dit, la société de la mode, mais basée sur technologie, ou la société de la mode basée sur Internet, réseau. Mais pour lui, il dit, il est fondamental, il a une création philosophique. Et lui, il dit, sa marque, c'est il puisse survivre jusqu'à aujourd'hui. Depuis 35 ans, on face tous les changements technologiques, mais aussi des problèmes de durabilité. Et donc, il pense souvent, en tant qu'un designer, c'est quoi la relation entre la mode et notre temps. Et deuxièmement, c'est quoi la relation entre la mode, le designer, et avec un objet artefact, ta relation. Et troisièmement, c'est en tant que designer, ta relation, comment tu se déplaces entre toi et puis aussi le corps, ton propre corps. Corps, c'est un concept vraiment santé, mais aussi plein de choses. Et quatrièmement, c'est la relation technologie. Donc lui, il sans arrêt de penser la relation pour que sa marque qui a continué porter la valeur dans le design et aussi donner un produit qui puisse garder cette pensée. C'est ce qu'il véhicule aussi, c'est ce que vous véhiculez aussi dans vos librairies. Est-ce que vous pouvez en dire un mot? 书店是我用来解决就是保持我的文化性跟我们的创造力，还有就是我跟社会之间的关系的这样的一个公共的文化空间。其实在我在就是 Exception 15年之后，
其实成立的这样的一个公共文化空间，其实作为我心目当中的一个乌托邦，其实是我自己的人文性在跟社会之间的一种关系。Depuis la création 15 ans de sa propre marque de la mode, exception de Mixed Mind, en 2011, en face de la crise de toutes les librairies en Chine en train de fermer, il a créé une marque qui s'appelle Fangsuo Commune. C'est une librairie qui a regroupé pas seulement des livres, mais aussi des objets éthiques. Et aussi évidemment des mixed places de coffee. Donc maintenant, la marque de cette librairie a été installée dans 7 villes en Chine. Et cette librairie qui a créé une communauté dans chaque ville parce que le librairie est basé toujours au centre de la ville. Il y a tellement de jeunesse. Et pour créer un écho avec la valeur de sa propre marque. Et puis chaque librairie, chaque semaine, il y a 2 ou 3 fois des événements, soit des talks, soit aussi des petites expositions, ou soit aussi parfois c'est des partages. Ils invitent beaucoup des poètes chinois pour partager leurs des sentiments, émotions. Donc ça aide aussi son propre marque de la... 大概1年，我们大概要接待将近有500万，将近600万的客人。我们要做将近600次活动，就是像这样的论坛。Donc tout dans cette ville, toutes les librairies, par an, il va accueillir 5 millions de lecteurs ou des acheteurs, enfin qui se rendent physiquement dans toutes les librairies. Et puis aussi par an, ils vont organiser au moins 600 des débats et aussi des talks ou des projections. 1年大概要卖掉就是300万册书。Et chaque année, ils vendent, si on parle de chiffres, des livres, à peu près 3 millions de livres. Et combien sur la mode? Combien sur la mode parmi les livres? Ouais. 艺术，我不仅是完全是时尚，因为我不把自己完全定义在一个时尚的这个角色里面。那其实有艺术、设计、人文、社科，跟有新思潮。Donc, c'est pas seulement la mode c'est seulement une petite partie, plutôt c'est l'humanité. Donc, beaucoup de l'art. De livres sur des catalogues des artistes. Et aussi, c'est une librairie en Chine, rarement, qui a obtenu un permis de vendre des livres en langue étrangère. Donc, ils ont des livres anglais et aussi des livres publiés à Hong Kong. Il y a les livres de Pascal Morand qu'on peut trouver en Chine. Formidable. Ou c'est où vous souhaitez. Merci beaucoup. Et justement, cette ouverture, on revient au Japon. Caroline, on parlait de cette ouverture nécessaire. Yori Yamamoto là, a été précurseur, a senti ce vent venir un petit peu. Je voulais juste revenir sur ce que disait Jenke à propos de l'Afrique. Ce que vous disiez, c'est que c'est vrai, c'est un continent jeune. Et l'un des problèmes aussi qui se passe au Japon, parce que... Enfin, ce que vous disiez aussi, il ne faut pas être négatif sur ce qui se passe et sur la créativité. Non. Mais le Japon est un pays vieillissant, c'est vrai que... Et je pense que l'un des challenges des politiques, parce que malgré tout, c'est de remotiver la jeunesse. Parce qu'il il y a quand même une crise dans la jeunesse et donc forcément une crise dans la créativité qui s'ensuit. Les jeunes ont un rapport au travail qui est complètement différent. C'est plus comme leurs parents ou leurs grands-parents. Ils n'ont plus envie de rester très longtemps dans une entreprise. Ils changent beaucoup d'une entreprise à l'autre. Ils n'ont plus envie de travailler jour et nuit. Même j'ai vu chez Yohji Yamamoto par rapport que j'y étais dans les années 80 et maintenant le mode de travail est complètement différent. Les nuits blanches n'existent quasi plus. Donc il y a vraiment un changement de mentalité qui est devenu une sorte pour l'instant de résignation. Et donc je pense que l'un des enjeux du futur pour le Japon, c'est vraiment de motiver la jeunesse parce qu'une fois de plus c'est là où tout se passe et la créativité elle va se passer là et c'est malheureusement les politiques, quand on parle un peu de manière très décontractée avec les Japonais, ils disent que les politiques ne sont pas à la hauteur.
Et les politiques ils ne sont pas du tout respectés par les jeunes générations non plus. Donc c'est vrai que ça, c'est un des gros problèmes. Mais donc, pour se dire ce qui se passe dans l'ouverture de notre maison, c'est vrai que Yoji a toujours été précurseur, parce que c'est vrai que Yoji, dès son plus jeune âge, a voyagé alors que le pays était vraiment fermé. Il a fait ses premiers voyages quand il avait à peine 20 ans. Il a traversé la Russie par le Transsibérien. Il est arrivé en Finlande, etc. Et il est arrivé à Paris, qui a été pour lui une révélation, puisqu'il dit toujours « Je suis arrivé à la gare de l'Est » ou du Nord, il ne se rappelle plus. Et je suis descendue du train, j'ai senti les odeurs de cigarettes, les odeurs de gitane, il se rappelle très bien, les bruits, et je me suis dit, je suis chez moi. Et c'est vrai qu'il se dit aussi, comme Genke, qu'il est, comme vous dites, citoyen du monde, en fait. Il dit toujours, je ne suis pas un créateur japonais, je suis un Tokyoïte, parce qu'il est né dans le centre de Tokyo, et c'est très, très profond en lui. Mais il se considère chez lui un petit peu partout, donc il est vraiment ouvert. Depuis le début, sa création est ouverte aussi, puisque ce qu'il fait, c'est une sorte de mélange entre les traditions, parce qu'il connaît très bien ses classiques, il connaît très bien les créateurs européens et français, et la couture. Et c'est un mélange entre ça et la tradition japonaise de la coupe. Ce qui fait que ces créations sont particulières. C'est du tailleur avec une inspiration kimono dans le porté et dans la fabrication. Et ça, c'est quelque chose de très japonais, même s'il s'en défend. Donc, mais n'empêche qu'aujourd'hui, pardon de vous couper, mais aujourd'hui, pour faire comprendre à ces équipes qu'il faut s'ouvrir, à un moment, vous me disiez, il met tout le monde à l'anglais. C'est ça, et c'est vrai que lui sort en permanence de sa zone de confort. Il est sorti toute sa vie de sa zone de confort. Il a eu un parcours atypique, il n'a jamais suivi les règles. Ça lui en a coûté, parce que sa maison a été, je ne trahis pas de secret, mais a été en 2009 dans une grande difficulté financière. Mais pour lui, il prend des risques, c'est un homme du risque. Et il voit que ses équipes ne suivent pas toujours. Et que c'est vrai, quand il m'a demandé de revenir, il m'a dit que l'une de mes missions, c'était justement d'ouvrir la maison à la culture étrangère, parce que bizarrement, c'est une maison jeune, parce qu'il y a énormément d'employés jeunes. Dans les 700 personnes, ils ont la plupart dans les moins de 30 ans. Mais avec une difficulté à s'ouvrir. D'abord, il y a une difficulté culturelle, parce que malgré tout, le Japon est un pays culturellement assez fermé, comme on le disait. Une barrière de la langue, parce que bizarrement aussi, il y a très très peu de personnes qui parlent vraiment anglais dans la maison. Donc il a commencé à donner des cours d'anglais un petit peu à tout le monde. Et la punition, c'est qu'ils ne viennent pas participer aux collections à Paris tant qu'ils ne parlent pas anglais. Donc c'est vrai que ça a complètement changé et réduit les équipes. Donc il est vraiment, il est très très en colère contre ces équipes qui ne vont pas aux cours, qui n'apprennent pas l'anglais, parce que lui, c'est vrai qu'il parle anglais. Il a appris le français parce qu'il était jeune. Il a fait ses toutes petites études dans une école française, catholique, donc il comprend et parle français. Et donc il veut obliger ses équipes à s'ouvrir. Et bizarrement, c'est pas le plus jeune, parce qu'il a quand même, il le cache pas, 80 ans, mais c'est parmi le plus ouvert. Et il les pousse tous hors des zones de confort, il les envoie à l'étranger. On ouvre beaucoup de boutiques en Chine, parce que commercialement aussi, il faut qu'on s'ouvre. Le Japon a toujours été, parce qu'économiquement il était très fort, le marché de prédilection. Mais là, c'est plus le cas. Le Japon ne suffit plus, il faut s'ouvrir. Et donc, il les pousse tous au train pour que, allez, on ouvre en Chine, il faut que vous alliez en Chine. Et ils n'ont pas toujours très envie. Donc, c'est très intéressant ce qui se passe, parce que la société est dans une période de transition. Il fait des chocs, mais vraiment des chocs. Il y a des réunions extrêmement, même si les Japonais, violentes dans le bon sens, mais il les secoue. Et ça donne en fait une maison où tout le monde se remet en question. Et ça, c'est vraiment, c'est une période vraiment intéressante, et je suis contente d'y être. Bon, il faut que j'y participe, parce qu'il faut que je les aide à ça, à cette ouverture. Et l'un des... Bon, nous, on connaît Yohji Yamamoto pour hommes et pour femmes. Il y a 2 lignes qu'on connaît vraiment à l'étranger, mais au Japon, il y a une dizaine de lignes différentes qui sont destinées aux jeunes, qui sont destinées à notre public. Donc, on est en train petit à petit de les exporter. Et surtout, il a monté une ligne qui s'appelle Wild Side, parce que lui, il a toujours été on the wild side of the road, évidemment, et qui est en fait une ligne
c'est presque un creative hub qui est vraiment intéressant, de collaboration entre, alors moi je dis toujours en plaisantant, il ne faudrait pas que je le dise, mais je le dis quand même, un peu la réponse de Yoji à Ray, c'est la réponse à Dover Street, c'est-à-dire plutôt que de faire une boutique multimarque, c'est faire un endroit où les créateurs se rencontrent, donc ces équipes créatives, et c'est comme ça qu'ils les poussent à s'ouvrir, et alors on a fait des collaborations avec Suprême, on va faire une collaboration avec Kid Super, alors il y a eu au départ beaucoup de marques japonaises, bien entendu, et là la mission aussi c'est de trouver des partenaires, alors là on vient de faire une collaboration avec Pyrenex, enfin voilà, des choses qui sont des capsules, qui ont une durée de vie relativement limitée, mais qui obligent, poussent ces équipes à collaborer avec d'autres équipes. Et c'est lui, l'ouverture, elle passe par là, parce que c'est vrai que c'est une maison dont l'ouverture créative est dans l'ADN et dans le début, puisque lui, il est ouvert. Et maintenant, il essaye de pousser les jeunes, parce qu'il engage beaucoup de jeunes, il engage des Chinois, des Coréens, pour avoir justement ce melting pot qui lui paraît vraiment intéressant. Mais c'est lui, paradoxalement, qui n'est pas le plus jeune, une fois de plus, et qui est peut-être le plus âgé, qui est à l'origine de cette ouverture. Et c'est ce qui est vraiment intéressant. Et on revient à notre idée de communauté. Oui, pour terminer notre voyage, et merci beaucoup pour le partage, donc on repasse par le continent africain. Simone, un mot quand même sur ce que vous contribuez à faire produire en Afrique, et justement ces fameuses femmes qui produisent sur place. Qu'est-ce qu'elles font aujourd'hui? Je veux dire une chose sur le Japon, Bien si sûr. vous me permettez. Le meilleur indigotier que j'ai rencontré en Afrique occidentale, qui est un véritable artiste, a été entraîné par un maître artisan japonais. Et nous, on utilise beaucoup la coupe à plat japonaise. Donc on a beaucoup de contacts entre les artisans. Car vous voyez, quand vous touchez la main, car vous touchez le savoir-faire, on a un dialogue. Sur le savoir-faire, on a toujours un dialogue. Alors nous, les produits, nous faisons des tissus à la main, coton pluvial, c'est-à-dire pas irrigué, avec des teintures naturelles, l'indigo, l'engalama, toutes les teintures naturelles, mais aussi les teintures certifiées GOTS. On fait le tressage des fibres naturelles pour faire des sacs à main, pour faire des choses pour l'ameublement. Toutes les fibres naturelles. On fait le recyclage des métaux, le recyclage de la plastique. Dans les bijoux, on fait le recyclage de l'habillement, qui est très difficile, comme je disais en avant. On fait des sandales très moches. Moi, je viens de la chaussure, et donc je suis très critique, mais on les vend. Et donc ça suffit. On les vend sur les marchés locaux, mais ce sont très moches, je vous assure ça. Et moi, je suis pour les mocassins, mais mes collaborateurs et mes collaboratrices ne sont pas mocassinistes, si je peux dire ça. Et on est en train de faire beaucoup de choses au niveau des Nations Unies sur la partie éducation, pensée, et on est en train de faire les choses les plus belles à Paris, probablement, avec une université, une grande école française. Parlez bien dans le micro, Simone, sinon... Une grande école française qui s'appelle l'École des ponts et des chaussées, et avec un Retech Center qu'on a créé là, ensemble, mais on y a invité Pascal et son équipe à travailler avec nous, et on espère de pouvoir collaborer avec l'IFM, qui est un centre d'excellence mondial, et donc on espère de faire beaucoup plus à Paris et de voir beaucoup de choses aussi au niveau en général de penser sur un point, Industry 5.0, and sustainability, car vous savez, la durabilité, c'est pas ces matériaux, ces petits pata, toutes les petites choses, non, c'est pas ça. La durabilité est un parcours d'une vie, vers un horizon qui est loin. Et on se met en chemin, et l'horizon pousse, et on marche ensemble. Alors je voudrais finir aujourd'hui en vous disant en Swahili, qui est la langue la plus belle du monde après l'italien. Après le Wolof aussi. Je vais vous dire ça. Safari njema, travel well, have a good travel, voyagez bien, safari njema. Ça, c'est la durabilité. Si vous vous mettez en voyage, on va faire la durabilité ensemble. Si vous restez coincé dans votre petit bureau, votre petite chose, et j'ai fait ces matériaux, j'ai fait ça, on n'arrive nulle part.
on voyage ensemble. Et c'est très important qu'on a des rencontres comme celui-ci. Très important. Merci Pascal, merci la fédération. Très bien fait. Bravo. Alors, merci Simone. Un mot en swahili, un mot en wolof. Jaajëf, ça veut dire merci. Merci pour ce beau moment. Et je voulais rebondir sur l'aspect de partage. Je pense que c'est très important. Il y a tellement de choses qui nous unissent, malgré nos différences. On est des êtres humains. C'est quoi le sens de notre vie si on ne peut pas donner le meilleur qu'on a en nous et de pouvoir partager notre patrimoine. Et il y a tellement de choses qui nous unissent en tant qu'êtres humains. Et je trouve que voilà, ces rendez-vous sont tellement importants. Et vraiment, encore merci Pascal, merci à vous tous d'être là. Et vraiment, ce que vous venez de dire, c'est tellement important. C'est un parcours, il n'y a pas un point final. Et ce parcours, il est fait de rencontres. Il faut voyager. Il ne faut pas avoir peur de découvrir l'autre. Même s'il est différent de nous, il y a tellement de choses qu'on peut apprendre, qui peut nous enrichir humainement. Et je trouve qu'on a la chance de faire le métier qu'on fait. On représente 0,1% de la population mondiale. Moi, quand je pars en Afrique et que je vois que les gens qui ont très peu de moyens ont cette joie de vivre, on se optimise, et nous, on a tout. Et qu'est-ce qu'on devrait faire? Qu'est-ce qui nous unit? Qu'est-ce qui nous rassemble? C'est ça le plus important. Je pense que c'est cette fibre voilà, qu'on ne devrait jamais perdre. Et vraiment, merci de nous donner cette opportunité de nous réunir et puis de partager nos expériences, voilà, nos envies. Et c'est vraiment important. Et merci vraiment. Merci pour ce superbe mot de conclusion. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Alors, hop, Sophie. Sophie. Merci Sophie. Merci à tous. J'ai une question qui monte et auquel je voulais vous la soumettre. L'appropriation culturelle est un sujet qui monte énormément. On parle de partage, de multiculture, mais aujourd'hui, on ne peut plus emprunter. Des inspirations deviennent de plus en plus difficiles. Donc j'aimerais avoir votre avis sur ce thème qui est au cœur de pas mal de réflexions et notamment de l'OMPI sur des guides d'usage, des savoir-faire et des éléments distinctifs de certaines communautés. Janky, tu veux répondre? On en a parlé hier et je trouve que c'est une très très bonne question. Écoutez, on sait tous que l'Afrique, en général, a inspiré tellement de Master of Civilization, de Picasso. Récemment, vous savez, on a vu que Dolce & Gabbana avait fait une collection avec The Power Bra, que Jean-Paul Gaultier avait sublimé avec les tournées de Madonna, tout ça. Et des gens qui n'avaient pas trop un historique pensaient que c'était Jean-Paul Gaultier qui l'avait fait en premier, mais le premier qui s'était inspiré de ça, c'était Monsieur Saint-Laurent. Et en fait, ça vient du Mali, et ça s'appelle The Bambara Dress. Et voilà, il y a tellement de choses qui ont été puisées de cultures différentes. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'à cause de la globalisation, à cause d'Internet et de cette révolution digitale, on est plus proches les uns des autres. Aujourd'hui, on sait que voilà, quand on voit quelque chose, il y a une traçabilité de savoir de quelle culture ça vient, tout ça. Et je trouve que, par exemple, quelqu'un qui s'inspire très souvent de l'Afrique et qui ne le mentionne pas souvent, et j'ai une discussion avec elle, c'est Madame Prada, ou Marni, des marques comme ça, qui sont typiquement leur ADN, sont tellement africaines. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est important non seulement de les mentionner, mais de collaborer avec ces artistes. Pourquoi s'inspirer de quelque chose alors qu'on peut aller collaborer? C'est ça, c'est ce partage de culture. Vous parliez tout à l'heure des dyeers qui se sont fait former par les Japonais, mais il y a tellement de
de synergie qui se ressemblent, etc. Moi, je suis allé au Mali où je suis allé dans une usine d'indigo qui travaillait Sedai, et il y a tellement de similitudes avec ces techniques japonaises, et il y a tellement de choses qui nous rassemblent. Et voilà, aujourd'hui, je trouve que on en parlait. Aujourd'hui, les Africains sont non seulement conscients de leur identité, mais aujourd'hui, on revendique ça. Et je trouve que voilà, c'est après, il y a une telle richesse aujourd'hui. Nous aussi, en tant qu'Africains, on s'inspire d'autres choses. Moi, mon style, il est inspiré non seulement de ma culture africaine, mais voilà, c'est un mélange de tout. Et c'est pour ça que j'aime bien l'identification de Global Citizen. Parce que malgré mes origines africaines, je suis influencé par d'autres cultures. Et c'est ça qui fait la beauté voilà, de notre métier. Caroline, vous vouliez réagir à Oui, non, c'est vrai que l'appropriation culturelle, c'est vrai que c'est un problème, mais on peut le tourner en positif en se disant la collaboration, enfin, c'est fondamental. C'est-à-dire que les Japonais, qui pourtant ne sont pas une fois de plus les plus ouverts du monde, ont tout de suite envie de collaborer avec l'origine, parce qu'ils aiment bien les vraies choses. Et donc c'est vrai que plutôt que de copier, parce qu'on leur a reproché très longtemps de copier, et ils vont vers l'essentiel, c'est-à-dire que quand Yoji a envie de quelque chose qui vient de Dieu sait quel pays, il me dit on va aller voir où se fait telle matière ou telle matière. Et l'Afrique, il était en Afrique quand il était très très jeune, parce que les Japonais ont été présents en Afrique très tôt. Ont investi aussi à une époque beaucoup en Afrique. Et après, il y a tous ces rapprochements et ces choses qui sont dans la magie de la création, c'est-à-dire qu'on retrouve les mêmes motifs dans les Andes et au Japon, par exemple. Et on se dit d'où vient ça. Et ça, c'est pas de l'appropriation culturelle, c'est de la magie créative. Donc, et ça, c'est fascinant. C'est quelque chose qui m'a toujours impressionné, à quel point les cultures et les créations peuvent, d'un bout à l'autre du monde, se ressembler. Et c'est vrai que la teinture indigo, elle est au Japon, elle fait partie de la Yoji a travaillé par exemple avec Kitano pour son film Zatoichi, qui était donc l'histoire du samouraï aveugle, enfin qui n'était pas vraiment aveugle. Et il a fait toute une collection de kimonos en indigo au Japon, mais c'est vrai que l'un des maîtres avec lesquels il travaille a travaillé en Afrique. Et ça, c'est fantastique. Enfin, c'est ça la beauté. Et là, on va vers ça. Enfin, il faut aller vers ça, vers cette communauté créative qui ne peut aller que vers le plus beau. Parce qu'on parlait de la beauté, c'est vrai qu'on travaille pour la beauté, et la beauté est dans la chose, mais aussi dans le chemin qui va vers cette chose. Et c'est magnifique si on arrive à bon, après, c'est pas le pays de oui, évidemment, il y a des problèmes, mais arriver à ça, c'est magique. Quand il y a deux cultures complètement différentes qui ne se comprennent pas, et je le vois avec les Japonais qui, une fois de plus, ne parlent pas toujours une autre langue, et qui se comprennent parce que des créatifs se comprennent, enfin, sans se parler, sans mots, ils échangent des matières, et ça c'est la magie de notre métier, et quelle chance on a de faire ce métier, vraiment. Mao, vous souhaitiez réagir à ce point-là? 因为这个问题其实是我们做的比较多的一个工作，从我们在16年成立基金会之后，我们在的蓬皮杜在做了很多，包括新的现代性的问题，其实像非洲的音乐跟这个当代的艺术的关系，然后后面我们现在在做很多中国人很多方式是借用我们的过去，我们的文化的根源，就是我们用了唐代的这个丝绸的织法，重新把它复制出来，就把用考古学的方式来重新呈现出来。Et lui, il va réagir avec ce que Caroline qui a dit, le japonais, c'est pas emprunter. On va aller à l'origine. Et pour lui, il y a une chose très importante. On est vraiment globalisé. Il y a tellement d'éléments culturels, mais c'est pas emprunter. Il faudra comprendre. Il faudra respecter, avoir aussi une hypersensibilité. C'est dire quoi? C'est pas un totem, c'est pas un symbole. Et c'est pour ça, lui, en 2016, il souhaite créer une fondation
sous son propre nom, c'est Fondation de Mao Zedong pour l'art contemporain. Et depuis 2016, on a collaboré avec le Centre Pompidou, lancé un programme depuis 7 ans de recherche sur la modernité globale. Parce que chaque culture, il y a des éléments modernes. Et donc, on a étudié l'Afrique, on a étudié aussi le Maroc. La modernité de l'art, c'est quoi ils ont traversé. Et puis aussi, pour nous, Chinois, aujourd'hui, c'est pas emprunté, on voudrait plutôt go back to notre propre racine, c'est-à-dire le passé, qui a été ignoré depuis si longtemps. Et son équipe, maintenant, il y a une petite équipe de recherche qui travaille étroitement avec plusieurs anthropologistes, mais aussi archéologistes chinois qui ont fouillé des anciennes tombes qui est avant Jésus-Christ. Et on a découvert des vêtements, des soies. Le soie, aujourd'hui, l'équipe, ils ont travaillé, c'est dans les tombes de Xi'an. C'est 200 ans avant Jésus-Christ. Et ils ont vraiment trouvé un vêtement tellement joli des femmes qui est impact en soie. Et on voudrait étudier techniquement, mais aussi la beauté, pour que recréer un pont avec la création contemporaine. Et donc ça, c'est leur mission aujourd'hui. Et maintenant, moi, je cherche une fondation, donc on est poussé vers le monde pour comprendre, pour les Chinois. Vous, Laura, vous êtes en charge de cette fondation. Et moi, Laura n'est pas interprète. Un point important. Je crois que les mots qu'on utilise sont importants. Quand on dit la Chine a éduqué l'Afrique, non. Il faut qu'on parte d'un nouveau sentiment où c'est une collaboration, c'est un échange culturel. Parce qu'il n'y a pas un peuple qui éduque un autre peuple. Il n'y a pas une suprématie d'un peuple sur un autre. Et je pense que ça, c'est très important. Moi, j'ai fait un défilé récemment qui ouvrait le Festival de la francophonie et j'ai eu la chance de travailler avec une vingtaine de designers qui représentaient la francophonie. Et moi, je disais, cette nouvelle francophonie qui a des nouvelles règles, où il y a un total respect de chaque culture, voilà, et c'est très très important, je trouve, de partir sur cette base d'égalité et de vraiment se porter sur cette notion de partage. Oui, et par ailleurs, bravo, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives qui viennent de Dakar. Ils ont des think tanks basés à Dakar qui maintenant aussi font des recherches de lier avec la racine dans la culture africaine, mais aussi avec toutes les intellectuels de diaspora africaine. Et donc nous aussi, à la Fondation, on a travaillé avec eux. Et avec beaucoup d'amour, faut pas oublier. 其实最重要的是那个有一个态度，就是我们需要有一种对于异族文化的这个敬畏，包括对于我们的历史的敬畏，其实才有了我们就是用我们的方式来讲的话，叫传习再造，就是你传承了原来的过去的历史跟文化之后，或者说外边的就是别人的文化跟历史之后，其实我们再重新再创造，通过自己的方式，其实就像我们现在说的，有一种新的算法。Donc il est plutôt insister la sensibilité vers, c'est pas seulement respect, c'est devant une culture de notre continent, vraiment d'avoir pas seulement respect, mais profondément, il faudra comprendre. Et qu'avec ça, on puisse créer de nouvelles choses. Pas seulement superficiellement travailler avec des éléments artistiques ou culturels. Merci beaucoup pour le message. Pascal, tu veux conclure? D'abord, on peut peut-être applaudir ces messieurs, dames. Quelques mots, merci, c'est absolument passionnant. Les panels ont été passionnants et celui-ci également. Quand on arrive à la fin, je vais prendre quand même 2 minutes. Je vais dire un mot à chacun. Je veux dire, Mao Zedong, on se connaît depuis longtemps et il est un ami également de Didier Grabach. Et sa dernière venue au festival, c'était en 2014, donc voilà. Et l'idée aussi qu'il vienne, on avait déjà le thème en tête, parce qu'on s'est vu à Pékin en mai dernier, j'ai vu sa librairie, il a une librairie, mais la plus belle librairie que j'ai vue, il y en a d'autres parties de la Chine, et extrêmement complète en art, enfin dans tous les domaines, en économie, en sociologie.
Et en philosophie, il y a une très grande rangée de philosophie chinoise. Et puis de l'autre côté, avec tous les taoïstes, enfin, il y a absolument tout, il y a tout le monde. Et puis de l'autre côté, il y a la philosophie occidentale. Et là, il y a absolument tout. Il y a Platon, Kant, etc., etc. Et puis même en philosophie moderne française, il y a tout Derrida, il y a tout Baudrillard, il y a tout Lévi-Strauss. Franchement, et ça, je pourrais prendre n'importe quel exemple. Et étant là-bas dans cette librairie, donc ensuite j'ai rejoint Mo Jeong et on a un peu discuté. Il était en train parce que c'est un lieu de vie, cette librairie. Il était en train de parler avec un de ses grands amis qui est metteur en scène. Et c'est là que c'était vraiment l'illustration vivante de l'écosystème créatif. Et en Chine, et sachant qu'il a également des grands projets, c'est des initiatives de grands centres d'art et de création et de culture à Pékin et ailleurs. Je voudrais également remercier aussi beaucoup Carole, qui était venue ici en 2017. Et quand elle était venue, elle était intervenue. Elle avait mentionné le développement de la tech, la Silicon Valley qu'elle connaît particulièrement bien. Puis elle avait dit, vous savez, beaucoup de choses vont se passer avec l'intelligence artificielle. On était tous là, ouais mais non, aucune chance, nous, c'est la création, on est au-dessus de ça, voilà, l'intelligence artificielle, c'est un truc comme ça à côté. Donc peut-être je voudrais me permettre de te poser une question. Tu m'as dit hier ou avant-hier, alors c'est peut-être une question piège, botte en touche, tu m'avais dit il y a deux, trois personnes, deux, trois trucs qu'il faudrait suivre. Je peux te passer la parole sur ça une seconde ou pas? Ou ça te saoule? Peut-être deux personnes s'il y a... Voilà, non, personne t'entend là. Juste rapidement, mais s'il y a ce forum digital qui se met en place pour la prochaine édition, il y a deux personnes que je trouve fascinantes dans la Silicon Valley parce que c'est des jeunes générations qui sont en contact avec ces milliardaires qui décident un peu de tout, les Elon Musk, Peter Thiel. Et donc ils ont cette vision libertarienne, mais à côté de ça, ils sont très ouverts, très européens. Et donc c'est le CEO de Midjourney qui a entraîné tous ces modèles sur Instagram. Donc du coup, c'est ceux qui sont les plus artistiques et qui peuvent parler le plus aux gens de la mode. Donc c'est David Holz. Et la deuxième personne que je recommanderais, c'est Jules Urbach de Otoy, qui est un moteur de gaming sur blockchain. Je crois que c'est Solana vers lequel. Et c'est deux personnes qui parlent extrêmement bien, qui sont hyper drôles et qui adoreraient qui, je pense, pourrait faire une connexion intéressante et comprendre pourquoi ce serait important d'affiner les modèles esthétiques du gaming et de la prochaine... La vérité, ils sont ailleurs l'année prochaine. Génial. Tu peux les 10%. Le deuxième, c'est qui, demande Clarisse? Donc David Holz, et le deuxième, c'est Jules Urbach de Otoy. Tu les connais pas? Enfin, on en parle après. J'ai pas de connexion avec eux particulière, mais c'est les deux personnes que je trouve les plus amusantes. Caroline, merci beaucoup, Caroline. Caroline, un très grand merci. Voilà, on travaille très régulièrement ensemble, donc pour la fédération avec Yoji, et puis je dirais plus globalement, par des relations d'amitié qui nous unissent de plus en plus. Et c'était formidable parce que tu connais le Japon autant que la France. Sur le Japon, il y a eu cette formidable initiative. On voit bien que ça peut dépendre aussi du politique. Je pense à Koichiro Koizumi, qui a été un très grand Premier ministre, et c'est lui qui avait lancé le Cool Japan, les industries créatives, et là c'est moins habillé que ça ne fut, donc à ce niveau-là, comme tu l'as dit. Simonet, il faut savoir que Simonet, ça fait pas très longtemps qu'il est prévu qu'il vienne, hein, parce qu'il se trouve qu'on a dîné ensemble lundi, et on n'a pas différentes choses, et j'ai exercé les pressions les plus fortes et les plus chaleureuses qui soient. J'ai dit, mais tu dois être là, sur interculturel, le monde, les Nations Unies, ce que tu représentes, tes convictions. Et donc j'ai été hyper lourd, hein, pardon. Et merci d'être là. Et Jen Kay, on se voit travailler très souvent ensemble. Il est aussi ambassadeur pour la fédération. Il fait des choses absolument incroyables, aussi, y compris avec l'Inde, avec Raoul Mishra. Là, tu as fait quelque chose, c'est ton cas de Tranoï avec TB Magougou et d'autres créateurs qui étaient trop bien. Lego Space Program, voilà. Sukena. Et puis tout le lien entre les États-Unis, l'Europe, l'Afrique, le monde. Et puis je crois qu'il faut, je parlais en dernier de Karine, je voudrais remercier chaleureusement la technique, chaleureusement les interprètes, également mon équipe, j'en remercierai après quand on sera entre nous, je le dis déjà, donc avec notamment Félix et puis tout le groupe, toute la bande là.
qui étaient là. Je vais les citer un par un. Maintenant, il y en a, ils sont 22, donc non, je ne vais pas le faire. Mais donc vous tous, de votre présence, un très grand merci à Clarisse pour le soutien du défi et pour son soutien aussi. Mais c'est son soutien et son appui et tous ces échanges et de convictions partagées. Et vous avez perçu tout ça dans tout ce qui nous unit. Et puis le festival, j'en ai déjà parlé, le festival extraordinaire pour Jean-Pierre, qu'il faut qu'on soutienne tous. Le message de Jean-Pierre, c'était un message d'inquiétude. Alors on a déjeuné, on a vu le maire à l'heure du déjeuner, etc. Mais je ne sais pas, Chanel fait un travail extraordinaire, un soutien extraordinaire, les autres groupes également. On peut sûrement aller plus loin, on est tous responsables de ces moments formidables que nous vivons ensemble. Merci également à Sophie beaucoup. Je voudrais juste annoncer qu'il y a une décision qui a été prise, qui est que Karine a été nommée, ça a été décidé en comité exécutif, animatrice et modératrice et chairwoman plutôt, à vie, des rencontres. Bravo. Et voilà, et merci à tous, merci aussi aux médias d'être présents, merci à Dominique, merci à vous tous. Merci. Et pardon, j'avais promis à Zoubida, oui, la veste que je porte, qui a été faite par un monsieur qui s'appelle Maître Ouazani, pour la marque Zoubida, et qui a été nommé par l'UNESCO Trésor humain vivant. Je trouve ce titre sublime. Et c'est le dernier tisseur brocart qui fait cette technique au Maroc. Et j'aimerais parler aussi de Cuny, qui est ivoirien, qui travaille pour la marque Cuny Milton, qui travaille le flanelle, et un jeune créateur que je rencontrais là, qui s'appelle Guy Lincin, qui utilise du bois de santal, qui vient de Madagascar. Voilà. Merci infiniment. Rachel, tu es là, on t'avait dit... Parce que Rachel connaît très bien la Corée, donc, et elle y était là. Donc tout ce qui est Aliou, musique, etc. Comme j'ai déjà conclu, c'est pas trivial de recommencer là, mais encore que bon, c'est open. Mais sinon, sachez qu'elle est là, donc on va continuer la discussion avec Rachel, avec le groupe, avec le panel. Et c'était cool de vous voir tous là. Merci.